Bonjour à tous, nous voici ensemble pour une vidéo du cabinet Landau Associés avec aujourd'hui une question: quel est le mode de scrutin pour les communes de 1000 habitants et plus? Régime qui a été modifié en 2013, un petit peu également en 2014 et 2018. Regardons ça ensemble. À partir du seuil de 1000 habitants, les listes doivent être complètes. Elles doivent être avec une parité stricte. Au tout début de la parité, on mesurait la parité tous les 6 candidats. Il fallait 3 hommes, 3 femmes, tous les 6 candidats. Aujourd'hui, on est sur du Shabada, c'est-à-dire que sur la liste de candidats, il doit y avoir une femme, un homme, ou l'inverse. Il ne peut pas, en cas de nombre impair, y avoir donc plus de différence que de 1 entre le nombre d'hommes et le nombre de femmes. Je rappelle que le fait que dans la liste de candidats, on retrouve le même ordre que celui qu'on retrouvera demain entre maire, adjoint et conseiller délégué est une pratique, n'est pas une obligation juridique. Bien. Est-ce que ces listes, ces bulletins de vote pourront donner lieu à raturage ou panachage pour l'électeur? Est-ce que l'électeur pourra rayer des noms qui ne lui plaisent pas? La réponse est non. C'était possible jusqu'à 3500 habitants avant 2014, mais ce n'est plus possible depuis 2014. Donc, ni raturage, ni panachage, sinon le bulletin est nul. Une fois que tout ce petit monde est élu, comment on fait? Eh bien, la liste majoritaire aura la moitié des sièges arrondis à l'entier supérieur, comme ça on est sûr qu'elle a la majorité tant que sa majorité politique ne se fragmente pas, et l'autre moitié est répartie à la plus forte moyenne, à la proportionnelle. Quand je parle de cet arrondi à l'entier supérieur pour la moitié des sièges qui est donné au scrutin majoritaire, il faut savoir que parfois il arrivait qu'il y ait des arrondis à l'entier inférieur lorsqu'il y a 1, 2 ou 3 sièges seulement à pourvoir, ce qui peut arriver dans certains cas, notamment d'élections complémentaires. La répartition de l'autre moitié, arrondi à l'entier inférieur donc, la répartition de l'autre moitié à la proportionnelle à la plus forte moyenne donne lieu à des calculs assez complexes. Prenons par exemple une commune. Il y a 3503 suffrages exprimés. Le conseil municipal a 27 sièges. Il y a donc sur ces 27 sièges, 14 sièges qui vont aller à la liste majoritaire. Ok, et bien les 13 autres, je vais faire un calcul. Je mets 3503 suffrages exprimés. Pour combien de sièges à se répartir? 13. Ça fait 269,46 voix par siège. Je vais donc attribuer à chacune des listes un quotient, c'est-à-dire que si une liste a eu 1302 suffrages exprimés, si j'applique ce quotient de 269, elle va avoir 4,83 sièges, donc je lui donne 4. Si la liste majoritaire a eu 2201 voix, ça lui fait en appliquant ce quotient 8,16 sièges, elle aura donc 8 sièges. Et ensuite je vais faire de la même manière pour chaque fois que j'aurai les sièges suivants à répartir. Dans l'exemple que je viens de vous citer, j'ai attribué 12 sièges sur 13, je vais répartir le dernier siège comme ceci. Et si j'ai notamment des triangulaires, eh bien je peux me retrouver avec des systèmes plus complexes. Voici un exemple que vous pouvez décortiquer en mettant votre vidéo sur pause. Mais dès les candidatures, je devrais aussi, pour les communes de 1000 habitants et plus, indiquer qui va siéger à l'intercommunalité, à la communauté de communes, communauté d'agglomération, communauté urbaine, métropole, sauf dans quelques cas exceptionnels. Et cela conduit à une certaine complexité. Dans les bulletins de vote, vous avez d'un côté la liste de ceux qui vont aller au municipal, complète et parité, et de l'autre côté, à droite du bulletin de vote, ceux qui vont aller à l'intercommunalité, à fiscalité propre, comité de communes, comité d'agglomération, métropole, communauté urbaine, à quelques petites exceptions près. Et là, on a une série de règles compliquées. D'abord, je vais mettre combien de personnes pour siéger à l'intercommunalité. Eh bien, si la commune a, par exemple, 2 sièges, elle va mettre 3 noms. Je vais mettre le nombre de personnes que j'ai à l'intercommunalité plus 1. Mais si la commune a 5 sièges ou plus, alors elle va mettre le nombre de sièges plus 2.
Donc si la commune a 1, 2, 3 ou 4 sièges, elle va mettre le nombre de sièges plus 1. Si la commune a 5 sièges ou plus, ça sera le nombre de sièges qu'elle a à l'interco plus 2. Deuxième règle, il faut que je respecte l'ordre de présentation. C'est-à-dire que si j'ai dans ma liste municipale Monsieur X et Madame Y, puis Monsieur Z, si je supprime Madame Y parce que je ne veux pas qu'elle aille à l'intercommunalité, comme j'ai l'obligation de respecter la parité et le même ordre, il faudra que je supprime également soit Monsieur X, soit Monsieur Z pour retrouver la parité et le même ordre dans la liste. Mais est-ce que ça veut dire que du coup j'ai exactement le même ordre? C'est-à-dire que si j'ai 6 sièges à l'interco, je dois prendre les 6 premiers de ma liste communale? Non, car sur le premier quart, je dois avoir exactement les mêmes, mais pas ensuite. Alors vous allez me dire, là c'est le moment de prendre un cachet aspirine, c'est l'horreur. Vous avez raison, c'est l'horreur. C'est pas ma faute, c'est le Sénat qui a pondu ce machin-là dans ce qui allait devenir la loi Valls de 2013. Imaginez que vous avez 8 noms pour aller à l'intercommunalité. Ça veut dire que j'ai 6 sièges pour aller siéger à l'intercommunalité et que dans la liste intercommunale, puisque j'ai plus que 5 sièges, j'ajoute 2 noms et non pas 1. Vous me suivez? Le nombre d'élus que je mets sur la liste intercommunale, c'est le nombre de sièges que j'ai à l'interco plus 1 ou plus 2 selon que j'ai plus ou moins de 5 sièges. Si j'en ai 6 à l'interco, j'ajoute donc 2 noms, j'ai 8 noms. Bien, ces 8 noms devront être dans le même ordre dans des noms à la liste communale et intercommunale. C'est-à-dire que je ne peux pas avoir dans la liste intercommunale quelqu'un qui est placé au-dessus de quelqu'un en dessous duquel il se trouve dans la liste municipale. Bien. Ensuite, le premier quart de la liste intercommunale, ça doit être les mêmes que les premiers de liste pour la liste communale. Donc sur 8 noms, un quart, c'est 2. Ça veut dire que les 2 premiers de liste municipale se retrouvent les 2 premiers de liste à l'interco. Et ensuite, j'aurai donc des noms avec toujours la parité, Shabada, un homme, une femme, et que si je supprime, par exemple, un homme, il va falloir que je supprime la femme qui se trouve juste au-dessus ou juste en dessous, voire 2 autres, pour qu'on reste bien dans le même ordre. Oui, mais alors, en faire ça, on risque d'avoir des gens qui vont à l'interco sans être au conseil municipal. Eh ben non, parce que le Sénat et l'Assemblée nationale ont ajouté une nouvelle règle, c'est que tous les candidats aux sièges intercommunaux doivent être également dans les 3 premiers cinquièmes de la liste au municipal. C'est compliqué, je suis désolé, j'essaie de vulgariser ça autant que je peux, mais c'est réellement l'horreur. Ceci dit, parfois ça peut être simple. Parfois, je peux avoir juste un siège à l'interco. Ah bah dans ce cas-là, je mets juste 2 noms dans ma partie à droite à l'interco, et hop là, on se pose plus de questions. Et dans ces cas-là, le premier nom doit être la tête de liste au municipal, il n'y a pas le choix. Et le deuxième nom sera quelqu'un qui est dans les 3 premiers cinquièmes de la liste municipale, et qui est évidemment d'un sexe opposé. En 2014, vous avez peut-être vécu ça, ce suivant de liste, du coup, n'était pas le suppléant pour aller siéger à l'intercommunalité et n'était pas forcément la personne qui allait le remplacer si la personne démissionnait de son mandat intercommunal. C'était une erreur du législateur qui a été corrigée il y a quelque temps. Ces bulletins de vote doivent bien avoir sur la partie gauche indiqué liste des candidats au conseil municipal et sur la partie droite, liste des candidats au conseil communautaire. Le législateur et le pouvoir réglementaire semblant avoir oublié que ça peut être dans certains cas un conseil métropolitain. Mais bon, voilà. Ces bulletins sont des dimensions que voici, présentées au format paysage, à l'italienne, comme vous le voyez. Et ils doivent être d'une seule couleur, c'est-à-dire que je peux avoir des dégradés de la même couleur, conduisant à un effet de multicolore, mais ça doit être bien la même couleur. Voici quelques exemples tirés de diverses sensibilités en 2014. Une proposition de loi en cours de débat avec le soutien du gouvernement vise à assouplir 2-3 détails sur ces questions-là, qui sont vraiment des détails, mais qui permettraient notamment d'avoir sur le bulletin des photos à suivre. En revanche, je rappelle que, pas plus que sur les affiches, il est hors de question d'avoir les couleurs du drapeau national dans les bulletins de vote, qui de toute manière ne peuvent pas être multicolores. Il y a des règles très précises de dépôt des candidatures. Et j'attire votre attention sur un point, c'est que ces règles ont changé pendant ce cours de mandat sur certains détails,
sur les règles de présentation entre le premier tour et le deuxième tour, sur le mandat, etc. Donc attention. Et les candidats qui ont figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une seule liste. Avant, il y avait eu des périodes où ils pouvaient s'égayer sur plusieurs listes, ça n'est plus le cas. Et le choix de la liste sur laquelle ils seront candidats au second tour est notifié à la préfecture par le responsable de la liste du premier tour. Et on ne peut aller au second tour rejoindre une autre liste que si on a eu au moins 5%. Ces dépôts de candidature, vous le savez, c'est le troisième jeudi qui précède le jour du scrutin à 18h et pour le second tour, le mardi qui suit le premier tour à 18h. Donc, dès 5%, on peut, mais en bloc, rejoindre telle ou telle liste au second tour. Mais si on veut non pas rejoindre une liste au second tour, mais carrément se maintenir au second tour, combien de voix faut-il? Eh bien, il faut avoir fait au moins 10% des voix au premier tour pour pouvoir se maintenir au second tour, alors qu'il suffit de 5% pour rejoindre des listes. Alors évidemment, à cette occasion-là, l'ordre de présentation des candidats peut être changé. Il y a évidemment à ce moment-là des gagnants et des perdants. Et puis, il y a un vrai problème. C'est qu'il y a à ce moment-là, à compter en tout cas de 9000 habitants, fusion en quelque sorte des comptes de campagne, ce qui peut poser des sérieux problèmes. Après, se posent quelques questions. Qui va siéger à l'intercommunalité? Eh ben, les gens qui sont sur la liste intercommunale. Oui, mais là, l'opposition se retrouve là aussi à être représentée. Si la commune a par exemple 8 sièges, je vais en avoir la moitié, comme tout à l'heure, hein, sauf que l'arrondi n'est pas le même. La moitié qui va se retrouver représentée au scrutin majoritaire, donc la liste majoritaire envoie la moitié des sièges, et l'autre moitié, on la répartit à la proportionnelle, comme tout à l'heure. Et si quelqu'un ne veut pas siéger à l'intercommunalité, eh ben, il va démissionner de son mandat intercommunal, et on appellera les suivants dans la liste intercommunale, ou à défaut, dans la liste municipale, avec un petit bémol, lorsqu'il n'y a qu'un seul titulaire pour aller siéger à l'intercommunalité. C'est déjà tout ceci assez complexe. S'ajoute toute une série d'éléments qui sont à connaître et qui peuvent être piégeux, qui est éligible, qui peut être frappé d'inéligibilité ou d'incompatibilité. Et bien sur tout ça, nous avons enregistré d'autres vidéos, donc à bientôt pour d'autres vidéos de notre cabinet. Merci, au revoir.